Ma voisine a exigé que j'enlève mes vilaines, sinon elle me traînerait en justice. Alors, je les ai complètement enlevées. C'est bloqué la vue de son jardin depuis la route principale. Maintenant, tout le monde peut voir son jacuzzi et sa liaison. Son mari l'a découvert en premier. Ma voisine, Sophie, se tenait dans son allée à 19h43 un jeudi soir, le mascara coulant sur son visage, son peignoir s'ouvrant au vent, hurlant le nom de son mari alors que son Audi argenté démarrait en trombe, à au moins 70 km/h. J'arrosais ma pelouse quand c'est arrivé, debout là avec le tuyau d'arrosage, regardant 15 ans de mariage imploser en temps réel. Sa valise était visible sur le siège arrière, celle qu'il avait dû faire en un temps record, peut-être 20 minutes entre le moment où quelqu'un de son club de pétanque a mentionné ce qu'il avait vu dans le jardin de Sophie et le moment où il est parti. Elle a poursuivi la voiture sur la moitié de la rue avant d'abandonner. Elle est restée là, au milieu de la route, les épaules secouées par des sanglots, le genre de pleurs qui ne font aucun bruit parce qu'il n'y a pas assez d'air. Puis elle s'est retournée, m'a vu, et son visage est passé de la dévastation à une rage pure et incandescente. Elle a traversé la rue pieds nus, au diable les graviers, jusqu'à se trouver à environ 2 mètres de moi sur ma propre propriété. Sa voix tremblait tellement qu'elle pouvait à peine sortir les mots. Vous avez fait ça exprès. Vous saviez. Vous saviez ce qui arriverait, et vous l'avez fait quand même. J'ai coupé l'eau, posé le tuyau, et regardé la femme qui avait passé les 3 derniers mois à essayer de détruire ma vie pour une rangée de haies que mon père avait plantées l'été avant de mourir. Je suis désolé, Sophie. Vous vouliez qu'elles partent, alors je les ai enlevées. Vous devez les remettre. Je paierai pour tout. S'il vous plaît, je vous en supplie. J'ai regardé l'espace vide où se trouvaient autrefois ces haies. 15 ans de croissance arrachée en un seul samedi. 2,50 m d'intimité dense et magnifique que mon père avait planté de ses propres mains, positionné parfaitement le long de la limite de propriété, protégeant nos 2 jardins de la route principale. Disparu maintenant. Juste de la terre et des copeaux de bois. Je n'ai pas les moyens de replanter des haies de 15 ans, ai-je dit. Cela coûterait des milliers d'euros. De l'argent que je n'ai pas. De l'argent que j'allais devoir dépenser pour combattre votre procès. J'abandonnerai le procès. Je vous paierai. Je ferai n'importe quoi. Vous auriez dû y penser avant de me menacer. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai fermé la porte. C'est été là depuis que j'avais 12 ans. Mon père les a plantés à l'été 2008. 3 week-ends de travail éreintant dans la chaleur d'août. Je me souviens de l'avoir aidé à creuser les trous, 12 au total, espacés d'exactement 1,20 m le long de la limite de propriété où notre jardin rencontrait la rue des Lilas, la route principale du quartier. Il avait fait des recherches approfondies sur l'espèce, le cyprès de l'élande, à croissance rapide et dense, parfait pour créer un écran d'intimité. Il avait mélangé la terre lui-même, ajouté de l'engrais, et positionné chaque plant avec un niveau pour s'assurer que la ligne était parfaitement droite. Celles-ci seront plus grandes que toi quand tu auras ton bac, m'avait-il dit en essuyant la sueur de son front. Plus grandes que moi quand tu auras ton diplôme universitaire. Elles donneront de l'intimité à tout ce jardin par rapport à la route. Il avait raison. En 2012, elles mesuraient 1,80 m. En 2015, elles avaient atteint 2,50 m et étaient devenues si épaisses qu'on ne pouvait pas voir à travers, même en hiver. Elles bloquaient le bruit de la route, les phares la nuit, le défilé incessant des promeneurs de chiens, des joggeurs et des familles poussant des poussettes. Elles bloquaient aussi la vue de notre jardin, et du jardin du voisin, à quiconque passait sur la rue des Lilas. Mon père est mort en mars 2009, 7 mois après avoir planté ces haies. Un cancer du pancréas, diagnostiqué en novembre, parti au printemps. Il ne les a jamais vus atteindre leur pleine hauteur, mais moi si. Je les ai regardés grandir chaque année, je les ai taillés chaque printemps, et je les ai gardées saines et fortes. C'était l'une des dernières choses que mon père avait construites de ses propres mains. L'un des derniers morceaux de lui qu'il me restait. Et Sophie voulait les faire disparaître. Elle a emménagé en avril dernier, a acheté la maison des Dubois après que le vieux monsieur Dubois soit décédé et que ses enfants aient vendu la maison pour régler la succession. Je me souviens du camion de déménagement qui arrivait, de la BMW blanche qui le suivait, de la femme qui en est sortie avec des lunettes de soleil de créateur, regardant le quartier comme si elle s'était accidentellement trompée de code postal. Sophie Lefebvre, 46 ans, récemment divorcée de son premier mari, nouvellement remariée à un homme nommé Grégoire, qui travaillait dans la vente de dispositifs médicaux et voyageait 3 semaines par mois. Elle travaillait elle-même dans la vente pharmaceutique,
le genre de travail qui vient avec une voiture de fonction, un compte de dépenses, et un sentiment d'importance démesuré. La première semaine, elle s'est présentée avec une bouteille de vin et une plainte. C'est, dit-elle en pointant ma limite de propriété avec un ongle manucuré. Elle bloque toute la lumière naturelle du soleil d'atteindre ma roseraie. J'essaie d'établir de nouvelles plantations là-bas, et elles étouffent tout. J'ai hoché la tête poliment. Elles sont là depuis 15 ans. Je pourrais les tailler un peu si ça peut t'aider. Je pensais plutôt à les enlever complètement. Elles ne sont pas exactement attrayantes, n'est-ce pas? Si envahissantes. Ça dégrade toute l'esthétique de la rue. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. J'y réfléchirai. Je n'y ai pas réfléchi. Pas sérieusement. C'est n'irait nulle part. La deuxième semaine, Sophie est revenue. Pas de vin cette fois. J'ai fait quelques recherches, dit-elle, debout sur mon porche les bras croisés. C'est attire les insectes. J'ai vu des guêpes, des coléoptères, toutes sortes de choses. Mon mari et moi prévoyons de recevoir beaucoup à l'extérieur cet été, et je ne peux pas avoir d'insectes qui grouillent autour de notre patio. Les haies n'attirent pas vraiment plus les insectes que les arbres normaux, ai-je dit. Elles sont en fait bonnes pour l'écosystème. Les oiseaux y nichent. Les insectes utiles. Je me fiche des insectes utiles. Ce qui m'importe, c'est que mon espace extérieur soit utilisable. Sa voix avait maintenant une certaine rudesse. Le masque de la voisine polie tombait. Ces haies doivent disparaître. J'apprécie vos préoccupations, Sophie, mais ces haies ont une valeur sentimentale pour moi. Mon père les a plantées. Je ne les enlèverai pas, elle m'a fixé pendant un long moment. Quelque chose de froid a traversé son regard. Nous verrons bien. La troisième semaine, la lettre de l'avocat est arrivée. Courrier recommandé. Papier en tête officielle du cabinet Dupont et Associés, avocat aucun lien de parenté avec Sophie, je supposais, bien que la coïncidence semblait intentionnelle. 3 pages de jargon juridique exigeant que j'enlève ma nuisance visuelle dans les 30 jours sous peine de poursuite judiciaire. La lettre citait la réduction de la valeur de la propriété, le manquement au maintien des normes de bon voisinage, l'obstruction de la lumière naturelle et la création d'un habitat pour les nuisibles. Elle menaçait de réclamer des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle causée par une dégradation esthétique continue. Je l'ai lu 3 fois, mes mains tremblant de colère à la fin. Puis j'ai appelé mon propre avocat. Maître Leroy s'était occupé de la succession de mon père en 2009 et était mon contact privilégié pour les questions juridiques depuis. 16 ans d'expérience en droit immobilier, un comportement calme, et une tendance à vous dire exactement ce que vous aviez besoin d'entendre, que vous le vouliez ou non. Il a ri pendant environ 10 secondes d'affilée quand je lui ai lu la lettre. Elle n'a rien, dit-il. Absolument rien. Ces haies sont sur votre propriété, correctement entretenues, ne bloquent aucune ligne de visibilité pour la circulation. Elles ne sont même pas proches de la hauteur maximale autorisée par l'arrêté municipal. Elle peut menacer tout ce qu'elle veut, mais n'importe quel juge rejetterait cela dès la première audience. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter. Maître Leroy a fait une pause. La pause m'a inquiété plus que la lettre. Voilà le problème, Julien. Elle n'a pas besoin de gagner pour vous faire du mal. Même un procès futile coûte de l'argent à combattre. Mes honoraires, les frais de justice, les jours de congé. Si elle fait traîner les choses, et les gens comme elles le font often, vous pourriez dépenser entre 5 000 et 10 000 euros juste pour prouver que vous avez raison. Je n'ai pas 5 000 ou 10 000 euros. Je sais. C'est tout le but. Les gens comme Sophie utilisent le système judiciaire comme une arme. Ils savent que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre de se défendre, alors ils cèdent. Je me suis assis dans mon salon ce soir-là, regardant par la fenêtre ces haies. 2,50 m de verdure, dense et saine, se balançant légèrement dans la brise du soir. Les mains de mon père les avaient mises là. Sa sueur les avait arrosées. Son dernier été sur Terre avait été consacré à construire quelque chose de beau et de durable. Et maintenant, une femme qui vivait à côté depuis 3 semaines voulait les détruire parce qu'elle bloquait sa précieuse lumière du soleil. Les semaines suivantes furent un cauchemar. Sophie a tout intensifié. Elle a déposé une plainte formelle auprès du syndic de copropriété. Nous n'avions pas de syndic, mais elle a quand même essayé. Elle a appelé le service de l'urbanisme de la mairie, affirmant que mes haies étaient envahissantes et dangereuses. L'inspecteur qui est venu m'a en fait félicité pour leur bon entretien.
Elle a lancé une pétition parmi les voisins, affirmant que les haies faisaient baisser la valeur des propriétés. 2 personnes l'ont signée, Sophie et un certain M. Lefebvre, que je soupçonnais être son mari. Elle a laissé des mots sur ma voiture, des messages passifs-agressifs sur le fait d'être un bon voisin, sur les normes communautaires et sur le fait de penser aux autres pour une fois. Et elle a continué de menacer avec le procès. Tous les quelques jours, une autre lettre de son avocat, chacune légèrement plus agressive que la précédente. Chacune me rappelant les coûts juridiques considérables que je devrais affronter si je ne me conformais pas. J'ai essayé de lui parler directement une dernière fois, j'ai frappé à sa porte un samedi matin, espérant trouver une sorte de compromis. Je comprends que vous voulez plus de lumière pour votre jardin, ai-je dit quand elle a répondu. Et si je coupais le sommet des haies, les ramenant à 1,80 m au lieu de 2,50 m? Est-ce que ça aiderait? Elle a souri. Ce n'était pas un sourire agréable. Je ne les veux pas plus courtes, Julien. Je les veux parties. Complètement parties. Et si vous ne les enlevez pas volontairement, je m'assurerai que vous dépensiez jusqu'à votre dernier sou pour me combattre au tribunal. Ces haies sont tout ce qu'il me reste de mon père. Alors je suppose que vous devez décider ce qui compte le plus, la sentimentalité ou votre avenir financier. Elle m'a claqué la porte au nez. J'ai consulté 2 autres avocats cette semaine-là. Patricia Lambert, une spécialiste du droit immobilier avec 22 ans d'expérience, a confirmé ce que Maître Leroy m'avait dit. Le cas de Sophie n'a aucun fondement juridique, mais elle est clairement prête à instrumentaliser le système, a déclaré Patricia. Certaines personnes ne se soucient pas de gagner. Elles veulent juste vous faire du mal, vous faire dépenser de l'argent, perdre le sommeil, souffrir. C'est du harcèlement déguisé en langage juridique. Je lui ai demandé quelles étaient mes options. Vous pouvez vous battre, déposer des contre-requêtes, augmenter ses frais également. Lui faire comprendre que vous ne vous laisserez pas intimider. Mais cela demande de l'argent et du temps que vous n'avez peut-être pas. Ou vous pouvez lui donner ce qu'elle veut. Enlever les haies. Mettre fin au conflit. Ces haies sont. Je sais que votre père les a plantées. Elles sont irremplaçables. La voix de Patricia était douce. Mais parfois, le choix n'est pas entre le bien et le mal. C'est entre le mal et le pire. J'ai passé une semaine à y réfléchir. Je regardais ces haies chaque matin avec mon café. Je pensais à mon père. Je pensais à l'argent que je n'avais pas. Je pensais à Sophie debout sur son porche, les bras croisés, fixant ma limite de propriété comme si elle l'avait personnellement offensée. Je pensais à ce qu'elle avait dit, je ne les veux pas plus courtes. Je les veux parties. Et puis, vers le 6e jour, j'ai commencé à penser à autre chose. Pourquoi était-elle si obsédée par ces haies en particulier? Pas les arbres de l'autre côté de sa propriété, pas la clôture qui longeait l'arrière, juste ces haies-là, celles qui longeaient la rue des Lilas. J'ai parcouru la limite de propriété, je me suis tenu sur le trottoir et j'ai regardé son jardin du point de vue de quelqu'un qui passe sur la route principale. Et c'est là que je l'ai vu. Le jacuzzi. Une installation toute neuve, probablement 7 500 € au minimum, nichée dans le coin de son jardin, le plus proche de mes haies. De son point de vue, c'était privé. Les haies bloquaient complètement la vue depuis la rue des Lilas. Mais si les haies disparaissaient. J'ai commencé à faire attention après ça. J'ai remarqué les voitures qui se garaient dans son allée les soirs où l'Audi de Grégoire était absente. J'ai remarqué les lumières du jardin qui s'allumaient vers 21 h. J'ai remarqué les silhouettes visibles à travers les interstices de sa clôture, 2 silhouettes, pas une, grimpant dans ce jacuzzi. Sophie n'utilisait pas seulement mes haies pour son intimité. Elle les utilisait comme couverture. J'ai appelé Maître Leroy une dernière fois. Si j'enlève les haies volontairement, ai-je demandé, est-ce que ça met fin à sa capacité de me poursuivre en justice? Techniquement, oui. Elle ne peut pas vous poursuivre pour quelque chose qui n'existe plus. Elle pourrait essayer de réclamer des dommages et intérêts pour le temps où elles étaient là, mais on se moquerait d'elle au tribunal. Et vous n'auriez aucune obligation légale de les remplacer. Aucune obligation? Aucune. C'est votre propriété. Vous pouvez les enlever, les garder, faire ce que vous voulez. Et si le fait de les enlever lui cause des problèmes? Maître Leroy est resté silencieux un moment. Quel genre de problème? Disons que son jardin est actuellement privé à cause de mes haies. Si je les enlève, son jardin devient visible depuis la rue. Si elle fait quelque chose dans ce jardin qu'elle ne veut pas que les gens voient,
alors c'est son problème, pas le vôtre. Vous n'avez aucune obligation légale de fournir un écran d'intimité pour la propriété de votre voisine. Si elle voulait de l'intimité, elle aurait dû planter ses propres haies. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis j'ai appelé une entreprise de paysagisme. Le service d'arbres et de paysage de Thomas Martin est venu samedi. Thomas Martin lui-même, 31 ans dans le métier selon son camion, a examiné la ligne de haies avec une sorte de révérence. Ce sont de beaux spécimens, a-t-il dit. Du cyprès de l'Élande, n'est-ce pas? 15 ans au moins, en parfaite santé. Vous êtes sûr de vouloir les enlever? J'en suis sûr. Ça semble être un gaspillage. Ce sont des plantes matures. On ne peut pas simplement acheter ça dans une pépinière. Il faut 15 ans pour faire pousser quelque chose comme ça. Je sais, mais il faut qu'elle parte. Thomas a secoué la tête, mais il n'a pas insisté. Son équipe s'est mise au travail vers 8 heures du matin. Ça leur a pris la majeure partie de la journée, tronçonneuse, broyeur à bois, une petite excavatrice pour arracher les mottes de racines. Vers 16 heures, toute cette limite de propriété était nue, juste de la terre et des copeaux de bois là où 15 ans de croissance se trouvaient auparavant. Je suis resté sur mon porche et je les ai regardés charger les derniers débris dans le camion. Les haies de mon père, partis comme ça. Je me suis dit que c'était nécessaire. Je me suis dit que je n'avais pas le choix. Mais j'avais quand même l'impression d'arracher quelque chose de ma propre poitrine. Puis j'ai entendu une porte claquer. Sophie était sortie. Elle se tenait sur son porche, les bras croisés, regardant le camion s'éloigner avec un sourire satisfait sur le visage. Elle m'a fait un signe de la main, ce petit signe des doigts que les gens font quand ils pensent avoir gagné. J'ai répondu de la même manière. Profite de ton intimité tant qu'elle dure, pensais-je. Il a fallu environ 72 heures pour que le quartier s'en aperçoive. Le premier signe a été une publication sur le groupe Facebook de la communauté de la rue des Lilas. Une certaine Carole Lemoine qui vivait à 3 maisons de là, enseignante d'école primaire à la retraite, promenait son Labrador Retriever devant ma maison 2 fois par jour, avait posté un message soigneusement formulé, je ne sais pas trop comment le dire, mais est-ce que quelqu'un d'autre a remarqué les activités qui se passent dans un certain jardin maintenant que les haies ont disparu? Je suis pour que les gens profitent de leur propriété, mais il y a des enfants qui passent par la rue des Lilas tous les jours. Juste préoccupés par les normes de la communauté. En moins d'une heure, il y avait 47 commentaires. Certains étaient confus. D'autres étaient indignés. D'autres encore savouraient clairement le drame et posaient des questions pointues conçues pour que Carole en dise plus. À la fin de la première journée, tout le monde dans la rue savait exactement de quel jardin Carole parlait et quel genre d'activité s'y déroulait. Le deuxième jour a attiré plus d'attention. Les gens ont commencé à ralentir lorsqu'ils marchaient ou conduisaient sur la rue des Lilas. Ce qui n'était qu'un rapide coup d'œil était devenu un regard insistant. La vue sur le jardin de Sophie, et plus particulièrement sur son jacuzzi, était complètement dégagée. J'ai vu des adolescents à vélo faire volte-face. J'ai vu un groupe de mères avec des poussettes s'arrêter et chuchoter entre elles, jetant des regards vers la propriété de Sophie. J'ai vu monsieur Léo Fournier du bout de la rue promener son chien au même endroit 3 fois en un après-midi, trouvant à chaque fois une raison de s'arrêter et de regarder. Sophie a dû le remarquer car elle a commencé à garder ses stores fermés et à ne plus utiliser le jacuzzi pendant la journée. Elle a probablement pensé qu'elle pouvait attendre que la nouveauté passe. Elle avait tort. Le 3e jour a été la nuit qui a tout changé. J'étais dans mon salon à regarder la télévision vers 21h30 quand j'ai entendu des voix à l'extérieur. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une petite foule rassemblée sur le trottoir devant la maison de Sophie. 5 ou 6 personnes, les téléphones sortis, en train de filmer quelque chose. Je suis sorti pour voir ce qui se passait. Les lumières du jardin étaient allumées chez Sophie. Le jacuzzi bouillonnait. Et il y avait 2 silhouettes dedans. L'une était clairement Sophie, l'autre n'était clairement pas Grégoire. Grégoire conduisait une Audi argentée. La voiture dans l'allée de Sophie était un Volkswagen à maroc noir. L'homme dans le jacuzzi était visible depuis la rue, même dans le noir. Des épaules larges, des cheveux foncés, certainement pas le vendeur de dispositifs médicaux chauve que j'avais vu aller et venir depuis 1 an. Quelqu'un dans la foule diffusait en direct. Quelqu'un d'autre prenait des photos. Quelqu'un riait nerveusement, répétant « Oh mon Dieu, encore et encore ». Sophie a dû les entendre car soudain les lumières se sont éteintes et les silhouettes sont sorties précipitamment du bain. La porte arrière a claqué.
La foule s'est dispersée, encore agitée de chuchotements excités. Je suis rentré. Ça allait empirer avant de s'améliorer. 4e jour. Les preuves sont devenues virales, du moins à l'échelle du quartier. Les photos et la vidéo de la nuit précédente avaient été partagées dans une conversation de groupe privé du quartier. Quelqu'un en avait fait une capture d'écran et l'avait postée sur le groupe Facebook public. Quelqu'un d'autre avait identifié l'homme dans le jacuzzi comme étant Kevin Durant, un entraîneur personnel à la salle de sport où Sophie s'entraînait. À midi, tout le monde sur la rue des Lilas savait que Sophie Lefebvre avait une liaison avec son entraîneur personnel dans son jacuzzi pendant que son mari voyageait pour le travail. Et son mari faisait partie d'un club de pétanque avec 3 autres hommes du quartier. Jeudi soir, Grégoire est rentré. Je le sais parce que j'ai entendu sa voiture entrer dans l'allée vers 17h. J'ai entendu la porte claquer. J'ai entendu des voix fortes de l'intérieur de la maison, étouffées mais indubitablement en colère. Puis, vers 19h30, quelqu'un de son club de pétanque est passé. David Martin, aucun lien de parenté avec mon avocat, Maître Leroy vivait à 2 rues de là, un comptable à la retraite, connaissait Grégoire depuis des années. Je n'étais pas là pour la conversation, mais je peux imaginer comment elle s'est déroulée. La pause gênante. Et mec, il faut que je te dise quelque chose. Le moment où le monde de Grégoire s'est effondré. À 19h43, l'Audi argenté de Grégoire a démarré en trombe de l'allée, une valise sur le siège arrière, Sophie le poursuivant dans la rue en peignoir, et moi, debout sur ma pelouse avec le tuyau d'arrosage, regardant tout se dérouler. Sophie est venue à ma porte 3 fois la semaine suivante. La première fois, elle était encore sous le choc, pleurant, suppliant, offrant de payer pour de nouvelles haies, des haies matures d'une pépinière. Je couvrirai tout. Des haies matures de cette taille coûteraient au moins 15 000 €, lui ai-je dit. Et ce ne seraient pas les haies de mon père. Ce seraient juste des plantes. La deuxième fois, elle était en colère, criant que j'avais délibérément détruit sa vie et qu'elle allait me poursuivre en justice pour tout ce que j'avais. Pourquoi? Ai-je demandé. Avoir enlevé des haies de ma propre propriété à votre demande, avec une lettre d'avocat comme preuve. Elle n'a pas eu de réponse à ça. La troisième fois, elle a amené Kevin Durant avec elle, l'entraîneur personnel. Apparemment, ils formaient maintenant un couple public, puisque le secret était éventé. Nous voulons arranger les choses, a dit Kevin, comme s'il avait le droit de parler. Sophie traverse une période très difficile. Son mari a demandé le divorce. Elle perd la maison. Nous voulons juste trouver une solution. La solution était là depuis 15 ans, ai-je dit. Ça s'appelait une haie. Vous la vouliez partie. Elle est partie. J'ai fermé la porte. Le divorce a été finalisé 4 mois plus tard. Je le sais parce que le nom de Sophie est apparu dans les archives du tribunal du département, une information publique, facilement consultable. Grégoire Lefebvre contre Sophie Lefebvre. Numéro de dossier 2024 DR 00000847. Motif, adultère. Selon la loi française, l'adultère est une faute qui, bien que n'affectant pas systématiquement le partage des biens, a un impact majeur sur la prestation compensatoire. L'avocate de Grégoire, une requin nommée Patricia Renaud avec 28 ans d'expérience en droit de la famille, a réussi à faire valoir que la faute conjugale de Sophie devait être prise en compte pour déterminer le soutien conjugal. Elle n'a rien eu. 0 prestation compensatoire. Et comme elle avait quitté son emploi dans la vente pharmaceutique 6 mois après s'être remariée, Grégoire gagne assez pour nous deux, avait-elle pensé, elle s'est retrouvée soudainement sans emploi, sans revenus et sans économie. La maison a été vendue 3 mois plus tard. J'ai regardé le camion de déménagement s'éloigner, j'ai regardé Sophie charger des cartons dans le Volkswagen Amarok de Kevin, je les ai regardés partir vers l'appartement qu'il pouvait se permettre avec le salaire d'un entraîneur personnel. Un jeune couple a acheté la maison des Dubois, devenue la maison des Lefebvre, maintenant la maison de quelqu'un d'autre. Ils ont un Golden Retriever et un bébé en route. Des gens gentils, des gens normaux. Ils m'ont posé des questions sur l'espace vide le long de la limite de propriété, la terre et les copeaux de bois où quelque chose avait manifestement poussé. Des haies, leur ai-je dit. Il y avait des haies ici. Vous pourriez vouloir en planter de nouvelles pour l'intimité. Ils ont hoché la tête, on dit qu'ils y réfléchiraient. J'espère qu'ils le feront. J'ai planté un arbre dans mon jardin au printemps dernier. Un érable du Japon, petit mais magnifique, positionné là où je peux le voir de la fenêtre de ma cuisine chaque matin.
Je pense que mon père l'aurait aimé. Il a toujours aimé faire pousser des choses, construire des choses qui lui survivraient. L'arbre ne remplacera jamais les haies. Rien ne le pourrait. Mais c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui est à moi. Je pense encore à Sophie parfois. Je me demande si elle est heureuse avec Kevin. Je me demande si elle pense un jour à ce qu'elle a perdu et pourquoi elle l'a perdu. Probablement pas. Les gens comme Sophie ne font pas d'introspection. Ils rejettent la faute sur les autres. Elle raconte probablement à quiconque veut l'entendre que j'ai détruit son mariage, que je l'ai délibérément humilié, que je suis un monstre qui a ruiné sa vie par méchanceté. Mais voilà le truc, je n'ai rien détruit. J'ai juste enlevé une barrière. Ce qui se trouvait derrière cette barrière était de son fait, pas du mien. Ses choix, ses actions, ses conséquences. Je lui ai juste donné exactement ce qu'elle demandait. Elle voulait que les haies disparaissent. Elles ont disparu. Mon père disait que les bonnes clôtures font les bons voisins, que des limites claires et le respect mutuel sont les fondements de toute communauté. Il avait raison. Mais il a omis une chose. Les clôtures et les haies peuvent aussi cacher ce qui se passe réellement de l'autre côté. Elles peuvent créer l'illusion de la respectabilité pendant que quelque chose de pourri grandit dans l'ombre. Parfois, la chose la plus bienveillante que vous puissiez faire est d'abattre le mur et de laisser entrer la lumière du soleil, même si ce qu'elle éclaire n'est pas joli. Sophie a exigé que j'enlève mes vilaines et ou que je fasse face à des poursuites judiciaires. Alors je les ai enlevées complètement. Chaque branche, chaque racine, partie en un seul samedi après-midi. C'est bloqué la vue de son jardin depuis la rue des Lilas. Maintenant, tout le monde pouvait voir son jacuzzi et sa liaison. Son mari l'a découvert en premier. Le quartier l'a découvert en deuxième. Le tribunal des divorces l'a découvert en troisième. J'ai perdu quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer, 15 ans de l'héritage de mon père, arraché et transformé en paillis. Mais Sophie a perdu plus. Elle a perdu son mariage, sa maison, sa réputation, sa vie confortable de femme entretenue avec un mari voyageur qui ne posait pas de questions. Tout ça parce qu'elle n'a pas pu s'empêcher de chercher les ennuis. N'a pas pu accepter que certaines choses, certaines limites, certaines barrières, certaines existent pour de bonnes raisons. Je n'ai rien planifié de tout cela. Je ne connaissais pas l'affaire quand j'ai engagé l'équipe de paysagistes. Je voulais juste que le harcèlement cesse. Je voulais lui donner ce qu'elle exigeait pour qu'elle me laisse tranquille. Mais le karma a une façon de trouver les gens, d'exposer ce qu'ils ont essayé si fort de cacher, de leur donner exactement ce qu'ils ont demandé de manière qu'ils n'auraient jamais attendu. Sophie m'a demandé d'abattre mes haies. Je l'ai fait. Tout ce qui s'est passé après était de son propre fait. Certaines histoires n'ont pas de héros, juste des gens qui font des choix et vivent avec les conséquences. J'ai choisi de protéger les haies de mon père aussi longtemps que j'ai pu. Quand je ne le pouvais plus, j'ai choisi de m'en aller plutôt que de mener une bataille que je ne pouvais pas me permettre de gagner. Sophie a choisi de menacer, de harceler et d'intimider. Elle a choisi d'avoir une liaison. Elle a choisi de mener cette liaison au vu et au su de tous, en comptant sur ma propriété pour se couvrir. Lorsque cette couverture a disparu, ses secrets ont disparu aussi. Ce n'est pas de la vengeance. Ce n'est pas le karma. C'est juste la réalité. Parfois, les murs qui nous protègent nous emprisonnent aussi. Et parfois, lorsque ces murs tombent, nous découvrons que nous n'avons jamais été aussi en sécurité que nous le pensions. Sophie l'a appris à ses dépens. J'ai appris quelque chose aussi. On ne peut pas contrôler ce que font les autres. On ne peut contrôler que ses propres choix, ses propres limites, sa propre propriété. À ce propos, je pense à planter de nouvelles haies ce printemps. Des différentes. Un jardin commémoratif, peut-être, avec les plantes préférées de mon père. Quelque chose qui pousse vers la lumière au lieu de la bloquer. Quelque chose qui est à moi. Elle voulait que ces haies disparaissent. Elle a eu ce qu'elle voulait. C'est drôle comme les choses tournent parfois.